Frédéric Ploquin, bonsoir. Vous êtes grand reporter à Marianne et vous êtes le co-auteur avec Georges-Marc Benamou d'un documentaire qui sera diffusé dimanche soir à 22h25 sur France 5, documentaire qui s'intitule « Affaire Ben Barka, le dernier secret ». Alors, Frédéric Ploquin, pourquoi nous parler aujourd'hui de l'affaire Ben Barka? Et rappelez-nous d'abord qui était ce Ben Barka. Écoutez, c'est la plus vieille affaire à l'instruction au palais de justice de Paris. Ça va en surprendre certains parce que les faits remontent tout de même au mois d'octobre 1965. C'était il y a pile 50 ans. Pile 50 ans, exactement. Voilà. Il y a eu 9 juges d'instruction qui ont essayé de tirer au clair cette affaire. Alors que s'est-il passé le 29 octobre 1965, il y a pile 50 ans? Donc Mehdi Ben Barka, c'est un jeune homme très dynamique, un politique, un militant marocain. Qui est le principal opposant au roi du Maroc de l'époque, qui est donc promis à un grand avenir. Le Che Guevara marocain, ou arabe, a-t-on dit. Ouais. Ben ça, c'est le côté, bon, c'est à la fois le principal opposant au roi du Maroc, et l'histoire, c'est qu'il a une stature internationale, effectivement, et on pourrait dire que c'est une sorte de Che Guevara arabe. Il a l'intention, 2 ou 3 mois après son enlèvement, d'organiser une grande conférence internationale à La Havane, chez Fidel Castro, où il doit réunir des leaders du tiers-monde, c'est-à-dire des leaders africains, des leaders venus d'Indonésie, d'Amérique latine. Ils veulent réunir tout ce monde-là à La Havane. Et c'est pour ça que c'est un homme qui gêne. Il gêne la France, il gêne un petit peu le général de Gaulle par rapport à la décolonisation en cours. Il gêne le roi du Maroc parce qu'il est une alternative plausible. Et il gêne au niveau international à la fois les Américains, dans leur politique globale du monde. Anti-marxiste, anti-communiste, anti-Che Guevara, quoi. Voilà, c'est un danger. Et je rappelle quand même, c'est une période dans laquelle il y a au moins une douzaine d'opposants comme ça du tiers-monde qui vont mourir, qui vont disparaître. C'est quand même, on est dans les années 60, on n'est pas aujourd'hui. Et à l'époque, on utilise les grands moyens. Quand il y a des gêneurs, ils disparaissent. Et donc, que se passe-t-il? Vous l'avez vaguement dit, le 29 octobre 1965, à 12h15, Ben Barka est en France, devant la brasserie Lippe. Et que lui arrive-t-il? Ça, c'est la petite histoire dans la grande. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la grande histoire, l'homme politique, et il y a la petite histoire, le fait divers, l'histoire criminelle. C'est que Ben Barka tombe dans un piège. En fait, il y a un certain nombre de personnes qui lui ont donné rendez-vous, soi-disant, pour lui vendre l'idée de faire un film sur le tiers-monde qui sera projeté justement à La Havane 3 mois plus tard. Donc il vient à un rendez-vous, un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, et ce jour-là, donc il a rendez-vous à la brasserie Lippe avec un producteur, avec des gens qui ne sont pas forcément tous au courant du piège. Il est sur le trottoir, boulevard Saint-Germain, donc en plein Paris. C'est quand même un enlèvement, c'est ça qui est assez énorme et qui va paraître aux yeux des générations actuelles totalement fou. C'est qu'en plein Paris, on a 2 policiers de la brigade mondaine, donc des mœurs, qui sont là, qui arrivent avec, qui sont pas mandatés officiellement, mais qui sont un peu en train de faire une espèce de pige comme ça pour les réseaux barbouzes. Ils arrivent, ils abordent Mehdi Ben Barka dans la rue, ils lui présentent leur carte bleu, blanc, rouge. Suivez-moi, suivez-nous, montez dans cette voiture. Mehdi Ben Barka croit qu'il va peut-être avoir rendez-vous avec le général de Gaulle, parce qu'il en a déjà eu un, et que c'est peut-être un rendez-vous officiel. Il monte dans la voiture, et là, ils prennent la route d'une petite ville de la banlieue sud de Paris. On va voir, mais ce qui paraît fou, voilà, on a là un politique d'une stature internationale qui est en plein Paris, devant la brasserie Libre, dans le 6e arrondissement, et il se fait enlever, il faut dire le mot, par la police française. On va regarder un extrait de ce document, donc, qui sera diffusé dimanche soir sur France 5. Donc c'est ce moment clé où Ben Barka se fait enlever. On le regarde. Ben Barka discute un instant, puis accepte de suivre les 2 policiers. Pourquoi ne se méfie-t-il pas? Lui à qui Fidel Castro disait encore quelques jours plus tôt qu'il était particulièrement menacé. C'est un peu un point inexpliqué, le fait que Ben Barka soit monté tout de suite dans la voiture en voyant la carte du policier français. Donc c'est bien une confiance en quelque sorte. Il se croyait protégé côté français. Non, parce qu'il faut savoir, depuis ce moment où il se fait enlever, on ne l'a plus jamais revu et ça a été un mystère. Il y a eu 9 juges d'instruction qui ont essayé de reconstituer les fils de cette affaire. Ce qui paraît incroyable, c'est que des policiers français participent à une œuvre crapuleuse, un enlèvement. Bah écoutez, c'était quoi les mœurs de la police dans les années 60? Bah écoutez, on reproche parfois aujourd'hui à la police de ne pas être tout à fait dans les clous, mais alors à l'époque c'était carrément une autre histoire. Les policiers de la brigade mondaine qui se retrouvent impliqués dans cette histoire gèrent quasiment dans Paris des hôtels de passe avec des voyous.
on en est là à cette époque-là. Mais le général de Gaulle, il tolérait ça que sa c'est- propre police, en plein 6e arrondissement, se livre à des œuvres crapuleuses? Ce qu'on va découvrir, c'est quand même que Mehdi Ben Barka est ensuite emmené dans une villa de la banlieue sud c'est pas n'importe quelle villa, c'est la villa d'un notable du crime, d'une barbouze de la République qui s'appelle Georges Bouche-Sèche, qui est un grand voyou qui a carrément... Bouche-Sèche. Très difficile à dire, mais c'est son nom, c'est son vrai nom. Ouais. Il a participé à la Gestapo française pendant la guerre. Ensuite, il a été recyclé voyou, gang d'extraction avant. Et il a été récupéré par les gaullistes comme une barbouze pour aller combattre plus tard l'OAS. C'est ce type de personnages qui sont des personnages douteux, qui rendent des services à la police et à l'État français. Il faut se mettre dans l'époque. Ouais. On est un peu dans les périodes de guerre, dans les périodes de tension. Enfin, de Gaulle va faire un grand coup de balai après. Hein. Tout le monde va être limogé. Il va être obligé, et la police va être remise au pas et elle va obéir à l'exécutif. Si vous voulez, le scandale va éclater, ça va être un scandale d'État monstrueux. Il va être obligé de faire une conférence de presse. En plus, il se présente peu après le général de Gaulle aux élections. Ouais. Donc il va être obligé de couper des têtes, mais pas trop. Et donc le 36 quai des Orfèvres va être rattaché à la police nationale et les services secrets français qui sont aussi mêlés, parce qu'il y a un type des services secrets français qui est aussi sur place boulevard Saint-Germain à ce moment-là. Les services secrets vont être rattachés à Matignon. Alors, donc, Ben Barka a probablement été éliminé suite à cet enlèvement, mais qui a commandité cet enlèvement et l'assassinat de Ben Barka? Ça, c'est le mystère. Alors, quelles sont les pistes? Alors, la question, c'est que est-ce qu'on a vraiment cherché le grand problème, c'est la relation, l'amitié franco-marocaine qui est un petit peu sacrée en France. Très récemment encore, on est dans une actualité brûlante, puisque très récemment, la France et le Maroc ont été brouillés pendant 1 an. Ils viennent de se réconcilier, mais surtout, il ne faut pas parler de ce qui fâche. Et ça, c'est l'affaire qui fâche depuis le début. Donc, on cherche. C'est qu'on soupçonne, le général de Gaulle soupçonne carrément le roi du Maroc, il le dit, Hassan II, d'être à l'origine de ça. Ce qui va provoquer une rupture diplomatique entre la France et le Maroc. Parmi les commanditaires, en tout cas, ce qu'on sait, c'est à qui ça profite. C'est clair que ça profite au roi du Maroc. C'est vrai que ça profite aussi à certains courants en France qui sont contre la décolonisation. Ça profite évidemment aux Américains. Et là, on a découvert par la suite que la CIA suivait pas à pas Mehdi Ben Barka dans ses déplacements autour de la planète. Et oui, parce qu'il fédérait les indépendantistes, les marxistes du monde entier, ce Ben Barka. Voilà, et ça, c'est pas du goût des Américains. Hein. À l'époque, c'est l'époque du tiers-mondisme qui monte, et cette espèce d'alternative qui vient effectivement à l'option américaine sur le monde. Donc tous ces gens, à un moment donné, se conjuguent leurs efforts entre ceux qui surveillent, ceux qui prêtent main forte, et même le Mossad, dit-on, les services secrets israéliens, sont aussi pas très loin. Puisqu'aujourd'hui, récemment, on a donc un ancien patron du Mossad qui a avoué que sur le plan logistique, les services israéliens avaient été également présents dans cette opération en plein Paris. Et si, comme dans un bon roman d'Agatha Christie, c'était un peu tout le monde, les Américains avec les Marocains et les Français, qui avaient constitué une petite cellule, les services secrets, pour éliminer Ben Barka? C'est un petit peu ça, mais c'est à la fois bien fait et en même temps ça dérape. Parce que si vous voulez, on aurait un enlèvement, normalement une disparition comme ça. Bon, il y a pas là, le problème, c'est que les policiers ont été démasqués, c'est que les services secrets français ont été démasqués. Donc c'est un peu une opération qui rate à un moment donné. Sauf que on n'a jamais retrouvé le corps, qu'on ne sait pas où il est aujourd'hui, qu'on en est réduit aux hypothèses et que la famille ne peut toujours pas faire son deuil. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le fils Ben Barka se bat année après année pour essayer de faire émerger la vérité. Voilà, tout savoir sur cette affaire Ben Barka. Et puis c'est une plongée dans les années 60, les mœurs des années 60, la police, on voit, c'est passionnant. Il y a je signale qu'il y a un hors-série sur cette affaire Ben Barka, donc que vous publiez. Et puis bien sûr, il y a ce documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur France 5, donc après-demain à 22h25. C'est dans le cadre du programme La Case du siècle. Ce documentaire s'intitule dont vous êtes le co-auteur, s'intitule Affaire Ben Barka, le dernier secret. Merci beaucoup Frédéric Ploquin. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur cette terrible collision en Gironde entre un autocar et un camion qui a fait plus de 40 morts. Que s'est-il passé? Pourquoi un tel bilan? Et puis déjà, un début de polémique, puisque Noël Mamère s'inquiète de voir de plus en plus d'autocars sur les routes depuis la libéralisation du secteur avec la loi Macron. C'est tout de suite. C'est dans l'air, Caroline Roux.